Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus que la haine des hommes en vienne à de telles catastrophes. Et c'est pourquoi nos sociétés ont fait le choix de l'économie de marché qui s'étendait jusqu'alors. La taxation, quant à elle, servant à redistribuer la richesse produite afin de réduire les tensions sous prétexte de combattre les inégalités. Plus le temps passe, plus les prélèvements s'étendent à l'image du soviétisme dont la dernière forme se situe aujourd'hui au sommet de Davos. S'en prendre à ces gens, s'en prendre efficacement à l'idéologie qui la sous-tend, entre autres l'égalité, c'est s'attirer des problèmes. Dans cette émission, nous parlerons du mythe de l'égalité et de sa fin. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonjour. Bonjour NVV. Je rappelle à nos auditeurs que tu as un site internet ainsi qu'un compte Twitter et que les liens sont en description. Aurais-tu un regard à apporter sur l'égalité et quel constat efficace, pratique, pourrais-tu nous en faire aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, je pense que les auditeurs vont un petit peu être surpris du sujet de l'émission, qui est l'égalité. C'est-à-dire qu'on aurait pu parler d'une des causes de l'égalité, à savoir la laïcité, l'antiracisme, le féminisme, le LGBTisme et même l'antispécisme aujourd'hui. Mais il me semble que c'est beaucoup plus judicieux de cibler l'idéologie qui est directement à l'origine de toutes ces idées qui sont aujourd'hui déversées par les ministères, les médias, enfin bref, tout le pouvoir politique. Il me semble qu'en fait, si vous déboulonnez tout de suite la déesse égalité, eh bien, il est beaucoup plus facile ensuite de faire prévaloir vos arguments sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on déboulonne des statues de notre histoire au nom de l'égalité. Aujourd'hui, nous aimerions nous déboulonner la déesse égalité, qui est vraiment la déesse aujourd'hui, l'idole de nos contemporains. Pour ce faire, je te propose, NVV, déjà de revenir peut-être sur l'échec de l'égalité, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le mentionner, la décadence moderne est le fruit de l'obsession pour l'égalité. Donc, tout ce que je viens de mentionner, donc par exemple la laïcité, qui est le fait de considérer toutes les religions au même niveau, l'antiracisme, qui est le fait de dire que, quelle que soit votre origine ethnique, eh bien, vous devez avoir les mêmes droits et votre culture, la même place culturelle que la culture autochtone, le féminisme, qui est le fait de dire que les hommes et les femmes sont semblables en tout, le LGBTisme, le fait de dire que quelle que soit votre orientation sexuelle ou votre identité sexuelle, eh bien vous avez forcément les mêmes droits que ce qu'on appelle les hétéro-cisgenres, l'antispécisme aussi maintenant, qui est le fait de dire qu'il n'y a pas de différence entre homme et animal. Enfin bref, toutes ces idéologies-là partent du principe que l'égalité doit être progressivement étendue à toute la sphère vivante. C'est même plus que les hommes, c'est maintenant aujourd'hui la sphère de l'égalité, donc qui est le fait de considérer que les êtres sont égaux entre eux, se déplace de l'homme. Donc à l'origine, c'était entre les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, les pauvres et les riches. On voulait cette égalité-là entre les êtres humains. Aujourd'hui, on est en train de passer à l'animal, pour vous dire où ça va et pour vous dire que l'égalité ravage toutes les sphères de l'environnement que nous connaissons. Enfin, c'est plus que les hommes, quoi. Oui, parce que historiquement, c'était les feignants qui demandaient l'égalité, pour voler le fruit du travail de ceux qui travaillaient. En fait, c'est ça, au fond. Celui qui demandait l'égalité jusqu'alors, c'était celui qui foutait rien, le médiocre, le faible, l'incompétent, et qui jalousait les biens d'autrui. Aujourd'hui, on le voit, c'est maintenant en train de passer à l'animal et puis même à l'objet. Oui, puis même à l'environnement. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un lac. J'avais vu ça dans un webzine. Aujourd'hui, il y a même un lac qui a des droits humains aujourd'hui. Enfin, parce que maintenant, on dit plus droits de l'homme parce que c'est trop sexiste et c'est pas assez inclusif. Mais aujourd'hui, vous avez des droits. Enfin, un lac a un droit aujourd'hui. Enfin, c'est l'idéologie de l'égalité irradie même un lac. La nature, enfin c'est... L'égalitarisme même, on pourrait dire, parce que l'égalité des chances, ça tout le monde est pour, tout de même. Alors oui, je vais y venir plus tard, mais effectivement, il y a plusieurs sortes d'égalité et c'est là où on voit effectivement toute l'ambiguïté de ce terme, puisque l'égalité en soi ne veut rien dire. Est-ce que vous parlez de l'égalité devant la loi ? Est-ce que vous parlez de l'égalité de fait, donc c'est-à-dire l'égalité des chances ? Ou est-ce que vous parlez de l'égalité intégrée, qui est un mélange entre l'égalité devant la loi et l'égalité de fait ? Et là, aujourd'hui, notamment, on se rend compte sur les sujets féministes ou sur les sujets même antiracistes, on ne sait plus vraiment si c'est l'égalité
devant la loi qui prime. Parce que si c'est l'égalité devant la loi, certains vont nous dire que c'est pas assez et que pour qu'on soit égaux devant la loi, il faut déjà qu'on ait des égalités au départ, à savoir l'égalité de fait ou l'égalité des chances. Donc vous avez déjà deux conceptions de l'égalité qui sont pas forcément opposées, mais qui sont quand même assez différentes. Et aujourd'hui, l'égalité intégrée, c'est le fait de, c'est l'arbitraire aujourd'hui qui définit si c'est l'égalité de fait qui doit primer. Donc c'est-à-dire par exemple accorder une promotion à une femme qui vient de rentrer de congé de maternité. Ça, c'est pas d'égalité devant la loi, puisque un homme n'a pas la même chance forcément, mais c'est une égalité de chance, puisqu'on essaye de pallier, on essaye de corriger un défaut de la nature, puisqu'aujourd'hui la maternité est considérée comme un défaut de la nature chez les féministes. Et donc, on essaye de corriger ça en faisant une égalité intégrée, c'est-à-dire qu'on va mettre une égalité de chance là où il devrait y avoir qu'une égalité devant la loi. Égalité devant la loi, pas toujours. Quand on regarde Strauss-Kahn, Polanski, Daniel Cohn-Bendit, Jacques Lang, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'égalité pour tout le monde. D'ailleurs, les Français ont l'air d'acquiescer. Ces gens peuvent se balader dans la rue librement. Personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. En fin de compte, l'égalité, c'est aussi le fruit d'un relativisme ambiant, lui-même le fruit d'un individualisme. En Europe, on a cette culture de l'individualisme depuis bien longtemps, de par la culture du blé, le fait qu'on doive mettre des clôtures pour cultiver, du fait aussi qu'on ait des saisons, puisqu'en hiver, à peu près rien ne pousse, donc il faut s'organiser, mais il faut aussi survivre par soi-même, contrairement en Asie, où la culture du riz peut-être pousse davantage à un certain collectivisme, ou en Afrique, où tout tombe de l'arbre, où effectivement, peut-être l'aspect clanique est plus développé. D'après toi, y a-t-il un lien entre l'individualisme naturel, qui existe depuis des temps immémoriaux chez les Européens, chez les Occidentaux, et le relativisme qui sévit aujourd'hui ? Tout à fait, et on voit d'ailleurs que l'un des fruits du relativisme, c'est l'égalité précisément, puisqu'en fait l'égalité part du principe qu'il n'y a pas de vérité objective en dehors de moi-même. Donc ça aussi c'est très individualiste comme démarche. C'est-à-dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas de vérité objective. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a plus de critères objectifs du beau, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer le plug anal de la place Vendôme ou l'urinoir de Marcel Duchamp comme une œuvre d'art, au même titre que la Joconde ou la Vénus de Milo. Donc à partir du moment où effectivement vous dites qu'il n'y a plus de vérité objective et intangible, il n'y a plus de critères objectifs des choses, eh bien tout le monde est au même niveau. Et c'est pour ça qu'on parle justement beaucoup d'égalité et de nivellement par le bas. Enfin, on accuse souvent l'égalité d'être, de niveler par le bas, mais parce que c'est dans sa nature même en fait. Comme l'égalité procède du relativisme, qui lui-même procède de l'individualisme, eh bien forcément, comme vous dites qu'il n'y a plus de vérité objective, forcément tout devient l'égal de l'autre, tout devient plat en fait. Il n'y a aucune tête qui dépasse de l'autre, puisqu'il n'y a plus de vérité objective. Donc on n'a plus intérêt à dire ça c'est mieux que ça.
voit bien que la fin de l'égalité, de l'idéologie égalitariste, en réalité, elle est en train d'être détruite par ceux qui, historiquement, l'ont mis en place. L'ont promu. L'ont promu. Par cette gauche qui, aujourd'hui, est infiltrée partout dans la société. Infiltrée dans les universités, les médias, la justice, les syndicats, les collectivités territoriales, ou via la vente de panneaux solaires, de migrants. Eh bien, ces gens se font beaucoup d'argent sur le dos des Français, avec leur impôt. Des sommes astronomiques, et ces mêmes personnes qui aujourd'hui veulent nous donner des leçons, et les Français en demandent, encore et toujours. Moi, je ne vois aucun mouvement de contestation. Je vois une droite avachie sur elle-même, qui nous parle sans arrêt des migrants, et qui aujourd'hui en est à combattre le racisme. Au nom de quoi? Au nom de l'égalité? C'est ça la droite? C'est ça l'opposition en France? Peut-être, cette gauche tribaliste, ces gens, en plus de voler l'argent aux Français, sont financés par les usuriers, par la finance. Pourquoi? Parce que derrière, ça permet à ces mêmes financiers de revendre leurs produits aux néotribus. On le voit sur les grandes marques. Coca-Cola, y a qui Adidas, Nike, quasiment tous les grands groupes ont fait les yeux doux au moment du Black Lives Matter. Hein. Tout à fait. Parce qu'il n'y a plus de sentiment d'appartenance commun. Donc, on se trouve dans des sociétés qui sont tribalisées. Éclatées. Et il faut continuer à vendre, parce qu'il faut continuer à garder une certaine suprématie. On a parlé des gens qui passent au-dessus des juges, au-dessus de la justice. Eh bien, ces mêmes personnes ont besoin d'argent. Donc, en fin de compte, c'est assez logique. Il y a aussi eu quand même des réussites de cette économie de marché, de cette société égalitaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça semble ne plus si bien fonctionner. Donc, liberté, égalité, fraternité, un commentaire. Eh bien, ce sont trois concepts en fait qui sont complètement incompatibles entre eux. Aujourd'hui, qui est la nouvelle Sainte Trinité qui remplace sur le fronton de nos écoles et de nos mairies le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors déjà, on fera remarquer tout d'abord que ces trois valeurs sont des catégories philosophiques qui sont extrêmement larges. Aujourd'hui, on parle des valeurs républicaines à tout bout de champ. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté, l'égalité et la fraternité? Est-ce que déjà la liberté, c'est faire ce que je veux, tout ce que je veux, où je veux, quand je veux, ou c'est faire le bien et ce qui est conforme à ma nature? Ce qui est la définition que donne Aristote et qui est aussi la mienne. Est-ce que l'égalité, c'est quoi? Comme je viens de le dire, il y a plusieurs façons de percevoir l'égalité. L'égalité devant la loi, l'égalité de fait, dite aussi l'égalité des chances, et l'égalité intégrée qui est un mélange des deux. Et là, c'est l'arbitraire qui donne la préférence quant à l'application de l'égalité, soit de fait, soit devant la loi. Donc c'est ça qui est assez étrange. Déjà, on remarque du coup que c'est des mots caoutchouc, hein, comme diraient les Allemands, c'est-à-dire que c'est des mots qui sont très larges, qui ne veulent absolument rien dire. Et ce qu'on voit aussi surtout, c'est que la liberté, en tant que telle, contredit l'égalité. Pourquoi? Parce que déjà, si on prend la définition qui est, à mon sens, erronée de la liberté, à savoir je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, eh bien ça contredit l'idéal d'égalité. Parce que si je fais ce que je veux, quand je veux, eh bien forcément ça va nuire à l'égalité, puisque moi je vais avoir, de par mon statut, de par mes talents personnels, je vais avoir une liberté d'action que n'ont pas les autres. Et idem pour l'autre définition de la liberté, à savoir la vraie liberté, la liberté d'Aristote et la liberté de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire la liberté de faire ce qui est conforme à ma nature. Eh bien, si je fais ce qui est conforme à ma nature et que là aussi je respecte mes talents, que je respecte l'intelligence qui m'est donnée, eh bien forcément un humain a plus de droits et est supérieur à un moustique. Voilà, ça fait peur aujourd'hui de dire ça aux antispécistes. Forcément, si je suis conforme à ma nature, eh bien ça contrevient aussi à l'idée d'égalité avec tous les êtres vivants. Là, je parle par exemple de l'égalité avec les animaux. Forcément, si l'humain est conforme à sa nature, c'est-à-dire est intelligent, c'est-à-dire met en œuvre cette intelligence-là, forcément, on est supérieur aux autres animaux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est la liberté de payer des impôts pour celle des autres et l'égalité de payer des impôts pour celle des autres. Moi, je crois que c'est ça, en fin de compte. C'est l'égalité intégrée. Sur la liberté, c'est aussi la reconnaissance de l'individu qu'on retrouve dans le christianisme dès le départ, avec Jésus et la brebis égarée qui fait arrêter le groupe en entier
pour retrouver la brebis égarée. On peut aussi voir ça comme ça. Et l'égalité devant Dieu, peut-être. Tout à fait, mais ça, c'est pas des positions erronées par rapport à ces deux principes-là. C'est-à-dire que l'égalité en soi, et là on va le voir aussi un petit peu plus tard, l'égalité en soi peut être appliquée pour qu'elle soit juste. C'est-à-dire que notre objectif, ça doit pas être l'égalité, ça doit être la justice. C'est ça qui est différent. C'est-à-dire la vérité. Exactement. Et c'est rendre justice à un groupe que de l'arrêter pour sauver une personne. Et au contraire, c'est pas faire preuve d'individualisme. C'est au contraire, le groupe se mobilise pour sauver une personne, puisque sans cette personne, eh bien, le groupe n'est plus tout à fait lui-même. Ça, on le remarque notamment chez les soldats, dans tous les groupes où effectivement il y a une cohésion, de camaraderie très forte. Eh bien, le groupe se mobilise pour sauver une personne. Et de même, parce que ça va aussi de l'autre côté, une personne peut aussi se sacrifier pour sauver le groupe. Oui, en fin de compte, c'est une vision très européenne qui permet de séparer l'individu de l'arbitraire. Contrairement à la vision islamique, finalement, où la religion a plus d'importance que la philosophie, ou que la vision asiatique, où la technique a plus d'importance que la science. Or, chez nous, on considère que dans la science, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que c'est pas seulement la technique. En tout cas, dans la vision traditionnelle de la chose. Aujourd'hui, on la sépare complètement. Je vous renvoie à l'émission sur l'écologie. Et donc, dans ces paradigmes, cette espèce de bourbier dans lequel semble s'être embourbé nos maîtres, est-ce qu'on nous aurait pas menti finalement ? Complètement. Moi, je vois 3 mensonges principaux concernant l'égalité et qu'on essaye de nous vendre. Premièrement, le fait que l'égalité existe. Deuxièmement, le fait que l'égalité est toujours une fin en soi, ce qui est faux. Et le fait aussi de confondre l'égalité et la justice. Alors déjà, premièrement, désolé de vous décevoir les amis, l'égalité n'existe pas. C'est un fait. Les hommes ne sont pas égaux entre eux. C'est complètement faux. Et justement, le fait de prétendre le contraire, c'est faire preuve d'idéalisme. C'est-à-dire que vous partez de vos idées, donc c'est de l'idéologie complètement, vous partez de vos idées, ça serait bien que tous les hommes soient égaux, c'est quand même vachement plus sympa, et vous essayez d'appliquer ça sur la réalité. Le réalisme, au contraire, à la suite de saint Thomas et d'Aristote, on part du réel, on part de ce qui est observable concrètement, et on en déduit des choses, des axiomes, des principes, des maximes, des choses comme ça. Donc déjà, je ferai remarquer que les différences existent. Entre les hommes, on n'a pas tous les mêmes talents. Il y en a qui sont doués pour les maths, d'autres plus pour la littérature. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes rêves. Nous sommes tous uniques et différents. Exactement. Et ça va aussi à une échelle plus collective, c'est-à-dire que les pays aussi entre eux sont différents, les cultures sont différentes, les langues sont différentes, et c'est aussi ce qui fait notre richesse. Et le fait justement de vouloir tout aplatir, le fait de vouloir qu'aucune tête ne dépasse de l'autre, eh bien c'est une perte de relief et donc de richesse dans la vie humaine. Alors, cela étant dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir me voir et qui vont me dire « Oui, mais Hildegarde, on peut être égaux dans la différence. » Oui, tout comme on peut descendre en haut ou monter en bas. En fait, ce sont des oxymores. L'égalité, justement, suppose que tout soit identique. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'égalitarisme, parce que l'égalité des chances, la méritocratie, ça n'existait pas forcément avant aussi. Enfin, ça n'existe plus, mais ça a peut-être existé entre deux. Ça n'a jamais existé, et ça part du principe surtout que les personnes doivent avoir, en tout temps et en tout lieu, doivent avoir exactement la même formation, le même accès aux mêmes écoles, aux mêmes cours, aux mêmes études, alors qu'il y en a qui sont pas faits pour ça. Ça a été d'ailleurs le défaut et l'erreur même fondamentale du collège unique. On a séparé les classes plus techniques à des classes plus générales, alors qu'il y avait des enfants qui objectivement n'étaient pas destinés à faire de grandes études, et c'est pas grave. Au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité. Donc l'égalité, c'est bien une idéologie. La différence et l'égalité ne sont pas cohabitables en vérité. Quand vous dites que on veut être égaux dans la différence, ce sont des oxymores. À partir du moment où vous avez des différences, c'est-à-dire que vous êtes plus doué dans un côté et moins doué dans l'autre, et bien forcément vous allez avoir des inégalités par rapport aux autres, et c'est pas grave en fait. Il faut aussi un petit peu dédramatiser cette notion d'inégalité en fait. Donc c'est là où on voit que l'égalité est une idéologie parce qu'elle part pas du réel. Et en fait, la société a besoin que ses membres soient inégaux pour bien fonctionner. Si on a tous les mêmes personnes qui ont fait exactement les mêmes études, qui font les mêmes métiers, qui ont les mêmes goûts, etc.,
Une société ne peut pas vivre avec des clones, en fait. Deuxièmement, moi, le deuxième mensonge que je vois, et justement, tu l'as mentionné avec l'égalitarisme, c'est que l'égalité, c'est plus un principe en soi, ça devient une fin en soi. C'est-à-dire que l'égalité n'est plus un moyen, ce qu'elle devrait être, mais une fin en soi. Je m'explique. En fait, l'égalité, elle peut être un moyen. C'est-à-dire que oui, effectivement, parfois, l'égalité peut être applicable. Il y a des situations où, effectivement, il faut considérer les mêmes personnes, les personnes de manière égale, quelles que soient leurs différences par ailleurs. Mais ça peut pas être une fin en soi. Notre fin, c'est la justice. La fin de toute action que vous faites, ça ne doit pas être l'égalité, ça doit être la justice. Par exemple, l'accès à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul doit être évidemment donné à tous, cette chance-là. Effectivement. En revanche, les personnes n'ont pas nécessairement à faire les mêmes études. Par exemple, on n'a pas à contraindre les filles à faire des études de plomberie ou les garçons à faire des études de coiffeur si ces personnes n'en ont pas envie. Il faut respecter les talents et la vocation de chacun, en fait. Sinon, on n'est pas juste. Si vous respectez pas ce qu'est une personne, vous n'êtes pas juste. Et idem, on met pas une personne autiste dans un établissement scolaire classique, sinon vous n'êtes pas juste. Et pourtant, ça, c'est de l'inégalité. Aujourd'hui, ça, c'est une inégalité. Enfin, le fait de pas mettre une personne autiste dans un établissement scolaire classique, c'est une inégalité de traitement. Ne leur donne pas de mauvaises idées, Hildegarde. Parce que ça va arriver, hein. Un truc pareil, on n'y a pas encore pensé. Ils vont nous mettre des autistes dans les écoles, et puis pourquoi pas dans les défilés de mode aussi, hein, ou en couverture de magazines, parce que effectivement, toute minorité est forcément victime, et donc frappée d'une onction supérieure depuis la Shoah. Exactement. Mais ça, je le ferai rappeler aujourd'hui, c'est une inégalité. Mais c'est une inégalité qui est respectée et qui est acceptée parce qu'elle est juste. Et ça, c'est le cas pour toutes les inégalités. En tout cas, pour la grande plupart d'entre elles. Quand on dit que aujourd'hui, pourquoi les musulmans n'ont pas d'Aïd en jour férié ? Bah, parce que votre culture est inférieure en France. En France, elle est considérée comme inférieure à la culture catholique. C'est de la ségrégation. D'après toi, c'est de la ségrégation que de dire aux musulmans que leur culture est inférieure en France et que, par conséquent, il n'y a pas à avoir de jour férié ?
Non, c'est pas de la ségrégation, c'est juste, on est objectif. Votre culture, enfin la culture qui émane des pays anciennement colonisés, mais aujourd'hui qui sont plutôt les colonisateurs en France, aujourd'hui, vous n'avez pas, ces cultures-là, n'ont pas la même place historique, socio-historique même, en France. Donc, ce n'est pas de la ségrégation, c'est juste, objectivement, on constate que, bah oui, Pâques, c'est plus important que l'Aïd en France. Mais à l'inverse de l'égalité, c'est la ségrégation. Et finalement... Non, l'inverse de l'égalité, c'est la société organique. Alors pourquoi c'est mal, la ségrégation ? La ségrégation, c'est mal parce que on ne peut pas faire cohabiter, ça on l'avait précisé lors de la dernière émission, on ne peut pas faire habiter plusieurs ethnies ensemble. On ne peut pas faire cohabiter plusieurs cultures ensemble, ou en tout cas des cultures qui sont trop éclatées. Sinon, ça en vient à péter. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il y a de mal dans la ségrégation, c'est de persister à vouloir faire habiter des gens différents ensemble, en fait. Tout à fait. Ah là, tu m'as choqué. T'as été plus à droite que la ségrégation. Moi, je le précise, en tant que femme de droite, justement, je suis contre la ségrégation. Donc moi, quand je rencontre des faf blancs, suprémacistes, nostalgiques de l'Afrique du Sud d'avant Mandela, est-ce que vous êtes sûr de bien être à droite et d'avoir bien compris ce qu'était la ségrégation ? Tout comme la colonisation. Moi, je suis contre les entreprises de colonisation qui ont été entreprises justement par la Grande-Bretagne et la France au 19e siècle. Chacun chez soi, point final. Par l'éloge. Et enfin, troisième et dernier mensonge qui est sans doute le plus énorme, l'égalité n'est pas la justice. Là, il y a une confusion vraiment fréquente, si ce n'est systématique, des deux notions philosophiques d'égalité et de justice qui sont pourtant pas les mêmes. L'égalité, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a zéro différence. 1 + 1 est égal 2. 1 + 1 est égal 2. On ne discrimine pas. Et au contraire, l'idée de justice, c'est de rétribuer à chacun ce qui lui est dû. Et ça implique parfois, de fait, de discriminer. Donc la justice, elle reconnaît la différence. En fait, parce que pour être juste, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a des personnes qui sont peut-être moins bien loties que d'autres, et d'autres qui sont plus loties que d'autres, et donc du coup, la justice va permettre justement de rééquilibrer parfois le rapport de force. Donc la justice reconnaît la différence, l'altérité, et donc la possible inégalité qui en découle. Par exemple, le fait de dire les femmes et les enfants d'abord à bord du Titanic, c'est pas un traitement égal, mais c'est un traitement juste. Donc ce qu'on appelle parfois inégalité sociale, ou même inégalité salariale, c'est pas des inégalités, c'est des injustices. Et encore même, l'inégalité salariale, c'est vraiment un cas particulier, parce que en fait, quand on regarde les chiffres plus en détail, on se rend compte qu'il n'y a il y a aujourd'hui aucun patron qui ne paye moins une salariée femme sous prétexte qu'elle est femme par rapport à un salarié homme. Aujourd'hui, si les femmes sont moins bien payées que les hommes, déjà c'est au global. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes font des métiers qui sont moins bien payés de manière générale. C'est pas à poste égal et à salaire égal. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a le congé maternité aussi qui tasse un petit peu les évolutions de carrière. Donc, il y a pas de, aujourd'hui, faut sortir un petit peu du méchant patronat patriarcal et sexiste. Héraclite parlait des règles invisibles dans la société, à l'image des courants sous-marins qui formeraient les vagues, quant à elles, visibles. Héraclite est l'un des premiers philosophes grecs. Et c'est à partir de là que les Occidentaux ont commencé à s'intéresser à l'invisible, à la science, aux mathématiques, qui aujourd'hui nous amènent à une perception quantitative de la société. Est-ce que finalement ce mythe de l'égalité égalitariste n'aurait pas des racines beaucoup plus profondes, en fin de compte? Cette vision mathématique de la société, d'après toi, a-t-elle un rapport avec l'identité européenne et parfois sa façon de voir les choses de manière quantitative et numéraire? Et c'est là où on voit d'ailleurs que le christianisme a su un petit peu tempérer les excès de la civilisation européenne, peut-être trop tourné justement vers l'individualisme, vers la vision quantitative des choses. Et c'est pour ça que quand j'entends des néo-païens dire que c'est le christianisme qui a apporté l'individualisme, non, au contraire, l'Europe a été pendant très longtemps, enfin en tout cas c'est l'un d'ailleurs d'une des civilisations pionnières sur tout ce qui est reconnaissance de l'individu. La culture du blé, point. Il faut des clôtures, point. Terminé. C'est ça, voilà. Et au contraire, le christianisme, on l'a vu pendant la fabuleuse civilisation médiévale, est venu tempérer justement le côté individualiste des Européens. Et justement, il n'est pas anodin que la philosophie de l'égalité est venue non seulement en Europe,
Donc c'est-à-dire la civilisation par excellence qui reconnaît l'individu, mais aussi au moment où on s'est déchristianisé, c'est-à-dire au moment même où on a commencé à enlever, à retirer le système de croyance qui avait justement tempéré le tempérament individualiste des Européens. C'est venu peut-être aussi avec la modernité, hein, avec la Révolution française en fin de compte. Qui coïncide avec la déchristianisation. Tout à fait. Et en fait, comme nous venons de le faire remarquer, l'égalité est d'origine mathématique. Et en fait, ça... Comptable, tout à fait. Et en fait, à cause de l'égalité, on n'a plus une vision qualitative des choses, on a une vision quantitative des choses. Et c'est ça le problème de l'égalité, fondamentalement, c'est que c'est un principe qui est fondamentalement négatif, puisque en fait, elle induit une comparaison. En fait, on se définit en partant des autres, et plus en partant de nous-mêmes. Et ça induit une compétition en fait, entre les individus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne définit plus qui on est, c'est-à-dire notre substance, qu'est-ce qu'on aime faire, sur quoi on est doué, qu'est-ce qu'on veut faire. On le fait que par rapport aux autres. C'est un état de vie inversé. Exactement. Et en fait, on se focalise juste uniquement sur la forme. Faut pas que les têtes dépassent. C'est de la cabale, en fin de compte, de partir de l'exotérisme plutôt que de l'ésotérisme, pour reprendre un certain Guénon, même si on n'apprécie pas particulièrement ici. Exactement. Et c'est là où en fait on voit que l'égalité est complètement formelle et superficielle. En fait, on cherche à niveler des êtres tout en ignorant qui ils sont profondément, finalement. En fin de compte, si l'égalité ignore les choses... Les êtres de façon profonde, c'est-à-dire qui ils sont fondamentalement. Comment peut-elle faire système plus longtemps ? Ah bah les voies s'effondrer, hein. Enfin effectivement l'égalité va crouler sous le poids de ses propres contradictions, puisque en fait il y a un gros paradoxe interne dans le système égalitaire, c'est que il y a un appauvrissement des hommes qu'elle veut pourtant respecter, parce que en fait l'égalité, pour faire promouvoir son paradigme, c'est-à-dire que tout le monde est l'égal de tout le monde, eh bien l'égalité est obligée de simplifier au plus petit dénominateur commun les êtres qu'elle veut en même temps respecter. Donc c'est-à-dire que en même temps, on va dire oui, tous les hommes sont égaux, et ça, elle va le promouvoir comme étant du respect, comme étant une forme de respect, le fait de considérer tous les hommes comme étant égaux. Mais en même temps, pour ce faire, elle est obligée de réduire les hommes au plus petit dénominateur commun possible. C'est-à-dire qu'entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les blancs, on va dire, bah c'est tous des êtres humains. Oui, mais tu ignores toutes les qualités qui font qu'un humain est un homme ou une femme, qui font qu'un humain est un blanc ou un noir. Il y a peut-être une nécessité de cette vision encore aujourd'hui pour maintenir l'empire tel qu'il existe, tout simplement pour essayer à tout prix d'assimiler des gens qui sont différents, parce qu'il y a un problème de démographie, parce qu'on veut continuer à maintenir notre puissance. C'est peut-être aussi quelque chose de structurel aujourd'hui, même si les tenants de cette égalité, en fait, ont très bien compris et n'y croient plus depuis longtemps, non ? C'est ça. En fait, on voit que cette philosophie est au service aujourd'hui d'un système aujourd'hui complètement corrompu qui est appelé à s'effondrer. Hein. On en a longuement discuté lors de la dernière émission. Et en fait, le problème, c'est que effectivement, elle réduit les hommes à ce qui les définit les plus vulgairement. Donc, c'est-à-dire les besoins, manger, boire, dormir. Parce que vous mangez, vous buvez, vous dormez, eh bien, vous devez avoir les mêmes droits. Super. Oui, sauf qu'un être humain ne se réduit pas qu'à ça. Et c'est ça le gros paradoxe de l'égalité, c'est qu'on veut en même temps respecter les hommes, en faisant promouvoir leur égalité de nature, mais en même temps, si on réduit trop l'homme à son plus petit dénominateur commun, eh bien on l'animalise d'une certaine manière. La consommation. Exactement. Et pour en tirer la conclusion qu'ils sont égaux et qu'ils devraient avoir tous les mêmes droits partout et en tout temps, eh bien on va réduire, simplifier l'humain à ses besoins les plus basiques et les plus animaux en fait. Sauf que c'est basé sur de la dette tout ça. Parce que pour que la société égalitariste se maintienne, il faut faire du crédit. Parce que les aides sociales, aujourd'hui, il n'y a plus assez de rentrée d'argent depuis fort longtemps pour les maintenir. En fin de compte, la paix sociale, on pourrait même dire que la paix sociale est devenue une paix raciale, achetée par la dette. Hein, et le monde de la finance, qui continue, ici ou là, d'essayer de nous vendre cet homme nouveau, qui pourrait s'assimiler, qui pourrait être notre égal. Alors, il ne s'agit pas de penser que les autres soient inférieurs ou supérieurs à nous, c'est juste qu'ils sont différents. C'est ça, ils sont mieux en nous sur certains aspects et nous, on est mieux en nous sur d'autres, voilà, tout simplement. Voilà. I took my baby in a Saturday bang. Is that girl with you? Yes, we're one and the same. I believe in miracles and a miracle has happened tonight.
But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. They print my message in a Saturday Sun. I had to tell them I am second to none. And I told about equality, and it's true either you're wrong or you're right. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I am tired of this devil, I'm tired of this stuff, I'm tired of this business. So when the going gets rough, I am scared of the brother, oh I am scared of the sheets, and I am scared of the body. Go when the going gets mean. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que finalement cette vision, c'était celle des boomers, c'est-à-dire que eux, étant dans un présent perpétuel, dans une quête du plaisir instantané, où jusqu'alors on organisait sa vie en fonction du passé et de l'avenir, ils se sont dit, bah, écoutez, on va faire du crédit. Puis il nous faut quand même des hommes de ménage pas trop chers, des gens qui viennent nous livrer chez nous. Et puis, ben voilà, l'égalité, le marché, et advienne que pourra. C'est une vision consumériste, d'après toi, au final. Oui, c'est là en fait où on voit que la philosophie de l'égalité a complètement déblayé le terrain pour la société de marché et pour son développement. On le voit par exemple avec l'exemple du féminisme, c'est-à-dire que l'égalité a permis de légitimer le travail des mères. C'est-à-dire que les femmes, qu'elles soient mères ou célibataires, devaient avoir un égal accès au marché et à la carrière, comme on dit, que les hommes. Donc en fait, ce qui était autrefois le produit du foyer, de par le travail de la femme, donc c'est-à-dire tout ce qui était l'éducation, l'alimentation de par les potagers, etc., le fait de faire de la cuisine maison, la médecine aussi, qui était pendant très longtemps affaire de femmes, la confection des vêtements, on tricotait avant ces vêtements et on n'en achetait pas à tour de bras, comme c'est le cas actuellement. Et bien aujourd'hui, tout ce qui était produit par le foyer, par la femme, a été aujourd'hui externalisé. Et en fait, ça a été absorbé par le marché, tout ce que je viens de mentionner. Oui, mais on est sorti de la société organiciste parce qu'on a pu le faire via la société de crédit. C'est-à-dire que ça a quand même apporté un confort tel, une généralisation de la prospérité telle qu'au final, effectivement, autant mettre les femmes au travail, c'était normal pour l'époque. C'est un peu ça, et en fait, on a légitimé le développement de la société de marché avec la philosophie de l'égalité. Donc, la famille, en fait, pour assurer sa subsistance, à ce moment-là, elle s'est rendue dépendante du marché pour des tâches qui étaient autrefois domestiques. L'éducation, l'alimentation, enfin tout ça, c'était des tâches domestiques par autrefois. Confort, c'est compréhensible. Aussi. Mais du coup, en fait, moi, je comprends pas les féministes de gauche qui disent combattre la société de consommation et qui continuent de promouvoir l'égalité pour les femmes, pour que les mères aient accès au travail, etc. En fait, il y a un manque de cohérence assez incroyable là-dedans. Elles sont financées par la société de consommation. C'est comme les antifas. Vous regardez les entreprises qui financent derrière, parce que c'est quand même une organisation internationale, en France, qui est directement tenue par le ministère de l'Intérieur, sont financées. Parce qu'effectivement, quand on demande l'égalité, on demande aussi l'ouverture des frontières et donc une ouverture à la consommation. Et ça crée de nouveaux marchés. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Hein. C'est ça. Alors attention, après, moi, je veux quand même revenir sur les femmes, etc., pour bien me faire comprendre. Je dis pas que les mères ne devraient pas travailler. C'est pas ce que je dis. Je fais juste un constat, c'est-à-dire que historiquement, toutes les tâches domestiques ont aujourd'hui été absorbées par le marché de par la mise en place, parfois, quelquefois un peu forcée, hein, faut le dire, du travail des femmes, et en particulier des mères. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de vivre avec un seul salaire.
en particulier quand vous habitez dans des grandes villes. Donc je jette absolument pas la pierre aux femmes et en particulier aux mères qui peuvent m'écouter et qui peuvent travailler. Je les trouve au contraire très courageuses. Oui, je les trouve au contraire très très courageuses. Et puis je pense qu'aujourd'hui, alors je pense que c'est un côté positif peut-être de la crise du Covid, c'est que aujourd'hui vous avez tout ce qui est télétravail, qui peut faciliter aussi la conciliation entre travail au foyer, qui à mon sens reste quand même une prérogative de la mère de famille, excusez-moi, et en même temps travail professionnel parce qu'il peut être épanouissant parfois. C'est pas un peu réducteur quand même, parce que d'abord s'occuper d'une maison, s'occuper des enfants, c'est du boulot, même si c'est pas rémunéré. Et puis ensuite, le télétravail, c'est ce qui nous pend au nez dans le meilleur des cas aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que ça peut être une solution, d'entre-deux pour les femmes qui ont envie de travailler, mais qui ont envie aussi de se consacrer un petit peu à leur foyer. En tout cas, plus que si elles étaient 100% sur site, au bureau, 5 jours sur 5. On voit aussi exactement la même logique à l'œuvre, c'est-à-dire l'agrandissement du marché à travers l'antiracisme. Puisqu'en fait, la notion d'égalité universelle qui tend à gommer les différences culturelles, ça tend à uniformiser les modes de vie. Et donc à étendre le marché à toute la Terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que les Chinois, autant que les Américains ou les Africains, ont le droit d'avoir un Big Mac, eh bien vous allez pouvoir étendre le marché de McDonald's un peu partout dans le monde, alors qu'autrefois on était autosuffisant dans notre manière de vivre au nom de notre culture autochtone. Aujourd'hui, quand on dit que toutes les cultures doivent être égales et doivent être uniformisées et doivent se ressembler, eh bien on tend aussi à étendre le marché. Sauf que tout cela repose sur de la dette, sur du crédit, et que la Chine se développe. Donc à un moment donné, les Chinois ils vont nous dire merde, et là ça va être très très hard pour nous. Je pense que d'ailleurs la Chine va remettre les choses dans l'ordre, à titre personnel. On l'a compris, on est sorti de la société organiciste, autonome d'avant. L'économie de marché et son idéologie égalitariste s'écroulent structurellement et sous le poids de ses propres contradictions. Quels seraient les modèles dont on pourrait s'inspirer pour après? Qu'est-ce que toi et moi, on pourrait proposer? Alors déjà, moi, je propose une société organiciste basée sur les inégalités protectrices. C'est-à-dire que, je le répète encore une fois, il faut dédramatiser l'inégalité. C'est pas grave de pas avoir les mêmes talents ou le même rôle social ou symbolique qu'un autre. C'est pas grave. Vous allez pas en mourir. C'est pas grave de pas être l'égal en toute chose de votre voisin. C'est pas grave. Il faut dédramatiser cette notion-là qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on en fait un diable qu'on agite. Attention, il faut se détendre par rapport aux inégalités. Ce qu'il faut combattre, c'est les injustices, pas les inégalités. Encore une fois, il y a des inégalités qui sont protectrices. Les inégalités, en fait, parfois, elles protègent les plus fragiles. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à effacer une vulnérabilité qui fait partie du réel, on tend à l'accepter et à l'adoucir peut-être. Donc il y a aussi une notion d'humilité face au réel. Donc si on les accepte, on accepte aussi d'être juste, parce que les inégalités protectrices, elles se fondent sur des données et des différences naturelles et réelles. C'est un principe réaliste et non idéaliste, contrairement à ce qu'est l'égalité. Encore une fois, vous n'allez pas traiter de la même manière une femme enceinte et un jeune homme, par exemple, en cas d'incendie. Vous allez plus essayer d'aider la mère, enfin en tout cas la future maman, que le jeune homme en cas d'incendie. Voilà. Donc ça, ce sont des inégalités protectrices. On accepte le fait qu'il y a une inégalité et on essaye de l'accueillir. On essaye d'accueillir cette vulnérabilité qui existe et qu'on n'a pas à effacer parce qu'elle existe, voilà, tout simplement, et qu'elle existera toujours. Mais on cherche au contraire à l'adoucir et à en prendre acte. C'est ça, l'inégalité protectrice. Oui, mais ces inégalités protectrices sous-entendent qu'il y a une limite. C'est-à-dire que pour faire accepter ces inégalités protectrices, où chacun aurait sa place, c'est bien que chacun a une place délimitée, donc avec une limite. Comment les faire accepter sans respect du sacré ? Ah bah c'est impossible, c'est rigoureusement impossible. Le sacré, effectivement, ça on l'avait vu aussi dans l'émission sur l'écologie, que je vous invite à écouter si vous voulez un petit peu approfondir ces notions, et ce lien en fait entre la notion de limite et de sacré, c'est que effectivement la notion de limite est
de part en part structurée par le sacré. Je vous renvoie, pour les plus curieux que ça intéresse, au livre de Mircea Eliade, Le sacré et le profane. Il explique très bien que dans les sociétés ancestrales qui sont justement imprégnées de part en part par le sacré, il y a des limites. Il y a des limites dans toute la vie humaine. Il y a des limites dans le temps, c'est-à-dire que là actuellement nous sommes dans le temps de Pâques qui est supérieur aux autres temps de l'année liturgique. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le dimanche de Pâques, ça a une plus grande valeur que le 14e dimanche après la Pentecôte, par exemple. Il y a aussi des limites dans l'espace, c'est-à-dire que une église est plus importante qu'une maison. Il y a des limites aussi dans le temps, dans la vie personnelle, c'est-à-dire que la période de fécondité, par exemple, d'une femme est supérieure à son temps d'enfance ou de ménopause. Donc tout ça, en fait, l'égalité procède aussi d'une vision qui est totalement désacralisée, puisqu'en fait, on aplatit tout. Il n'y a plus de relief. Et ce qui donne le relief à la vie humaine dans toutes ses dimensions, c'est bien le sacré. C'est là qu'on voit bien le lien entre perte du sacré et avancée de l'idéologie égalitariste, en fin de compte. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les musulmans qui réclament l'égalité, c'est pas très compatible avec la religion musulmane, avec tout système de croyance, en fait. Oui, sauf qu'ils tapent sur l'État comme des brutes. Et ça peut avoir un intérêt pour certains, c'est-à-dire qu'à terme, ils pourront faire tomber cette république avec ses dogmes. Le sacré, c'est ce qu'on ne peut atteindre et toucher. Il y a quelques exemples, pas si anciens. Moi, je pense à Salazar. Il y a l'intégralisme légitanien. Il faut aussi dire que les situationnistes ont en immense partie raison. Donc, c'est pas forcément très évident. Ceci étant, la doctrine sociale de l'Église s'est très bien occupée de la chose. C'est ce qu'a essayé de mettre en place Salazar. Alors peut-être maladroitement, c'était un essai. Il faut aussi dire que quand il a quitté le pouvoir sous pression du communisme international, la pratique religieuse s'est effondrée, donc c'est bien qu'il manquait quelque chose. Mais tout de même, il y a des pistes. T'en aurais quelques-unes à nous suggérer ? Alors oui, il y en a deux, enfin moi j'en vois deux en tout cas qui sont très complémentaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre une voie et d'écarter l'autre, au contraire elles vont très bien ensemble et les deux se supposent mutuellement. La première c'est la société organiciste, c'est-à-dire la société comme un tout vivant. En fait la société, elle doit être l'homme version agrandie. Dans un corps en fait tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Et il y a même et même si certains comme le cerveau ou le cœur par exemple sont plus importants que d'autres, chacun a sa place et a sa raison d'être selon les talents et les charismes qu'il a reçus comme dans un corps. Ça risque pas d'être une société de caste ? Non, pas forcément. C'est pas un peu le danger ? Non, parce qu'en fait, les sociétés de caste, justement, c'est des sociétés à bulles. C'est-à-dire que chacun se renferme de son côté et il n'y a pas de lien entre les castes. Dans un corps, c'est tout au contraire. Dans le corps, vous avez des veines et des artères, vous avez tout un système sanguin qui fait circuler le sang partout. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on doit à l'autre, il n'y a pas de problème a priori. C'est toujours équilibré au départ, en général. Hein. Oui. Mais le Moyen-Âge a plus tenu que notre société actuelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute société, tout régime a ses propres contradictions et finit toujours par s'écrouler. De toute façon. Alors après, il y en a qui sont quand même plus saines que d'autres et qui tombent moins rapidement que d'autres. Il y en a qui sont basés sur la loi naturelle, ou en tout cas qui essaient de l'être, puis il y en a d'autres qui sont basés sur l'idéologie. Et là, effectivement, c'est en général très rapide. Et justement, respecter la loi naturelle, c'est justement partir, s'inspirer. C'est un peu faire du biomimétisme finalement. C'est s'inspirer de notre corps, de ce qui nous sommes, de la famille aussi, qui est la plus petite cellule de la société, pour ensuite l'agrandir à l'échelle de la société. Et je rebondis sur le fait que toutes les sociétés finissent par s'effondrer. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour créer le paradis sur Terre. Et vouloir créer le paradis sur Terre et viser à la société idéale après le péché originel d'Adam et Ève, c'est plutôt hérétique. C'est ce qu'on appelle du millénarisme. Tout à fait. C'est ce qu'on nous a promis dans la religion chrétienne, c'est que l'égalité, elle est devant Dieu, elle est aussi au paradis d'une certaine manière, on n'aura plus notre enveloppe charnelle. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les lobbies LGBT, enfin toutes ces idéologies, si elles ont lieu en Occident, c'est parce que nous sommes dans une société post-chrétienne. Tout à fait. Et donc, en fin de compte, c'est le paradis chrétien qu'on essaie de faire advenir sur Terre. Tout à fait. Sauf que la liturgie étant impossible à appliquer complètement, au bout d'un moment, on se met à tuer des gens.
Et ça, c'est le propre de l'idéologie, et c'est le propre de ce que sont en train de nous proposer nos dirigeants. Et ce qu'il faut tuer, c'est le peuple historique. Exactement, parce que c'est un signe de contradiction face à l'idéologie qu'ils veulent mettre en place. La perfection, c'est au ciel, pas sur terre. Exactement. Et là où j'aimerais rebondir aussi, c'est que justement cette société organiciste, elle est opposée à la vision mécaniste, qui est, elle, d'origine égalitaire. C'est-à-dire que la société organique, elle est hiérarchique, et elle explique l'existence de la partie par rapport au tout. C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes aussi redevable au groupe d'une certaine manière. Alors qu'au contraire, la vision mécaniste, égalitariste, elle explique l'existence du tout par rapport à la partie. Donc c'est-à-dire qu'elle s'inspire d'une machine et non pas d'un tout vivant. C'est là aussi on voit que le premier modèle de société est quand même plus sain parce que basé sur la nature et non sur la machine. Oui, l'autre déshumanise complètement, en fin de compte, le matériel humain. L'égalité est inhumaine en fait. Et donc ce que nous proposons, c'est la politie, c'est-à-dire le régime mixte d'Aristote, qui combine en fait le meilleur de 3 régimes que nous connaissons, à savoir la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Alors, si on part de ce modèle-là d'Aristote, il faut qu'il y ait une monarchie tout en haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chef. Alors, à un moment donné, dans tout groupe humain, il y a une hiérarchie, il y a un chef. Comme dans tout corps, vous avez une tête, vous avez un cerveau, et il faut suivre derrière. Il faudrait qu'elle soit possiblement héréditaire, puisque ça signifierait en fait la stabilité du pouvoir. Effectivement, une monarchie héréditaire signifie la stabilité du pouvoir et l'aspect de transmission, la notion de transmission qui est importante aussi pour imiter la cellule de base qui est la famille. Il faut un leader au-dessus et ce leader peut être possiblement héréditaire ou en tout cas désigner son successeur. C'est ce que De Gaulle, grand lecteur de Maurras, a essayé de mettre en place. Effectivement, le président est monarque dans la Ve République en tant qu'il a beaucoup de pouvoir, il concentre énormément de pouvoir, mais c'est un monarque non accompli dans le sens où il est dépendant de la plèbe, du bon vouloir de la plèbe, ce qui n'est pas forcément très pertinent, et qui plus est parce que il a complètement dilapidé ses pouvoirs aujourd'hui depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing. Donc De Gaulle avait beaucoup plus de pouvoir et était beaucoup plus efficace que l'est aujourd'hui Macron, qui est pris dans les tenailles des lobbies et des institutions internationales complètement corrompues. C'est évident. La plèbe, pourquoi être contre la plèbe ? Il y a des gens qui sont venus du peuple, qui se sont montrés très efficaces. Je pense à Napoléon, par exemple. Tout à fait. C'est là où effectivement, moi je ne suis pas en faveur d'une noblesse, je suis en faveur d'une aristocratie au mérite. Pourquoi au mérite et pas héréditaire ? Parce que les aristocraties héréditaires, et ça c'est avéré dans toute l'histoire humaine, quelles que soient les civilisations, enfin c'est un principe absolument presque universel, c'est que les aristocraties héréditaires finissent toujours par dégénérer. C'est indubitable, vous regardez, que ce soit au Japon, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, les aristocraties héréditaires finissent toujours par dégénérer en oligarchie complètement dégénérée. Et puis quand on regarde les Bourbons aujourd'hui en France, mais puis même sur les tableaux, il suffit de regarder leur nez pour se demander s'il n'y a pas eu quand même métissage. Au contraire, il n'y a pas eu métissage, il y a eu consanguinité. Avec certains banquiers, s'il n'y a pas eu certaines reines qui, sous le parvis, auraient fait certaines choses. Effectivement, et c'est là où en fait on voit que l'aristocratie finit par comploter contre la monarchie finalement, quand elle n'est pas héréditaire, quand elle n'est pas méritocratique. On le voit en France, la Révolution française est en grande partie due à la décadence monstrueuse de la pseudo-aristocratie, de la pseudo-noblesse de la fin de l'Ancien Régime. Et idem, l'Empire allemand, s'il s'est effondré, c'est parce que l'aristocratie décadente était devenue une espèce de caste militaire qui, dans ses conceptions des choses, dans son paradigme, avait tout pouvoir sur l'empereur et sur le Kaiser Guillaume II. Donc, dans tous les cas, et pareil au Japon, en 1945, c'est en grande partie aussi dû au manque de soutien de l'aristocratie japonaise décadente et héréditaire. Pareil, aujourd'hui en France, d'après toi, on a une espèce de caste décadente et dégénérée. Et héréditaire, oui, tout à fait. Et qui n'est plus basée sur le principe méritocratique. Et de fait, il faudrait également une démocratie locale et non nationale. C'est-à-dire que le peuple, en fait, n'est pas l'égal du gouvernement. Concernant les compétences de prise de décision. Enfin, je veux dire, le quidam d'une personne que vous rencontrez dans la rue n'a pas, désolé encore une fois pour l'idéologie de l'égalité, on n'a pas les mêmes capacités d'action et les mêmes compétences concernant les prises de décision que des personnes qui sont plus formées que nous.
Et c'est pas grave. Encore une fois, il faut dédramatiser l'inégalité de ce point de vue-là. Donc la démocratie au niveau national est une aberration. Le fait de considérer que toutes les personnes, quelle que soit leur qualification, peuvent avoir un avis éclairé sur la place sur la bombe atomique, sur la place de la France dans l'OTAN, enfin sur des questions qui sont stratégiques, dépasse l'entendement. Enfin on n'a pas les mêmes compétences et c'est pas grave. Chacun a sa place. Pourquoi aussi on n'a pas les mêmes compétences, c'est que, et ça c'est très peu rappelé dans les arguments contre la démocratie au sens moderne, c'est-à-dire au sens national, c'est qu'on n'a pas le même accès à l'information. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, il faut que vous soyez en possession de toutes les informations. Concernant la bombe atomique, que vous soyez plombier ou avocat, vous n'avez pas les mêmes informations concernant la bombe atomique et concernant la sécurité de la France que le président de la République. Donc quand je vois des commentaires sur Facebook dire oui, on devrait ne plus avoir la bombe atomique ou au contraire renforcer la bombe atomique, mais qui vous êtes pour dire ça en fait? Quelles informations vous avez? Est-ce que vous êtes au commandement de l'armée? Est-ce que vous avez des informations stratégiques, enfin voilà, qui ne sont même pas dévoilées? Et heureusement qu'elles ne sont pas dévoilées, parce que sinon ce serait compromettant pour la sécurité de la France. Donc vous n'avez pas un égal accès à l'information, donc vous ne pouvez pas donner un avis éclairé ou une opinion, et encore moins décider de quelque chose sur une chose où effectivement vous n'avez pas les informations nécessaires pour prendre en bonne conscience des décisions. C'est pour ça que la démocratie, de ce point de vue-là, au niveau national, est une aberration. Mais c'est aussi une aberration dans le sens contraire, c'est-à-dire que le président, c'est là où effectivement il faut de la subsidiarité, le président n'a pas également toutes les informations nécessaires de la vie locale d'un village. Donc le président de la République est illégitime pour prendre des décisions qui concernent les transports dans le fin fond de la Creuse. Puisque lui, il est dans ses appartements dorés parisiens, il n'a pas l'accès à l'information nécessaire pour avoir une prise de décision qui soit légitime sur ce sujet-là. Et puis aujourd'hui, il est surtout là pour se faire élire. Donc en fin de compte, il est là pour donner des gages à tout le monde, y compris des partis contradictoires. Par exemple, on peut revenir sur le lobby LGBT et le lobby islamique. Aujourd'hui, le président fait les deux. Effectivement, ça montre certaines limites à la démocratie, en tout cas dans une société qui n'est pas organique ou du moins homogène. Tout à fait. Et c'est là aussi on voit que l'égalité amène à la concurrence, c'est-à-dire que l'égalité pour les musulmans ou l'égalité pour les LGBT va falloir choisir, parce que vous ne pouvez pas donner l'égalité de visibilité aux musulmans et aux LGBT en même temps, va falloir choisir. C'est vrai que lorsqu'on discute avec les Français aujourd'hui, on sent beaucoup de colère, mais aucune efficacité derrière. C'est-à-dire que faire de la politique, c'est agir et ne pas dire. Encore moins par Internet. C'est pourquoi toutes les structures, je dis bien toutes, qui sont visibles, sont tenues par les autorités. Toutes. Vous entendez? Donc, puisqu'on ne peut rien faire de visible, eh bien tâchons d'être invisible. Est-ce que ça t'inspire? Tout à fait. Pour édifier la société de demain, la société visible de demain, il faut aujourd'hui être les sentinelles de l'invisible. Merci Hildegarde. Merci NVV. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. À très bientôt.